pourrait parler pendant 1 heure. Mais chacun va parler avec sa petite touche qui nous permettra d'avoir une vision vraiment extrêmement fractale et plus grande en fait de ce projet. Mesdames et messieurs, pour commencer, j'appelle l'hôte qui nous accueille aujourd'hui, Roland Janet, sous vos applaudissements, directeur de cet établissement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un immense honneur pour notre collège École de commerce André Chavannes de vous accueillir et d'accueillir cette conférence exceptionnelle ce soir. Notre chemin a croisé le chemin des Kogi en 2004 grâce à Jean-Jacques Thiègme, un de mes enseignants de géographie, aujourd'hui retraité, qui interviendra tout à l'heure. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il y avait la possibilité d'accueillir ici Éric Julien, une délégation d'Indiens Kogi de Colombie, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler, et il m'a dit « Ah, mais c'est exceptionnel, il faut les accueillir, et tu devrais ouvrir la conférence, ouvrir à nos élèves, bien sûr, ouvrir la conférence. » Et je dis volontiers, mais bon, j'ai beaucoup de travail, je suis nouveau directeur, je fais l'introduction, mais tu permettras après que je quitte. La conférence durait 2 heures, 2 heures plus tard, j'étais toujours là, scotché à mon siège, à votre place, finalement, parce que c'était tellement intéressant, c'était tellement prenant, que je me suis dit, là, il y a effectivement quelque chose à faire. Et grâce à cette première rencontre, nous avons pu continuer à tisser des liens et nous avons accueilli, ici à André Chavannes, à de nombreuses reprises, Éric Julien, des représentants de la société Kogi, des échanges, des conférences, et ça a été un peu le fil rouge du développement durable au sein de notre école. Ça a permis de faire prendre conscience aux élèves qu'il y avait une autre manière de vivre, de voir le monde, et les regards croisés de ce soir, c'est une chance pour nous, et c'est la confirmation qu'effectivement, il y a plusieurs manières de voir, et nos élèves en ont besoin d'être sensibilisés à cette vision différente. Ils ont trop l'habitude d'avoir quelque chose de finalement assez carré, et cette ouverture est une ouverture pour l'école également. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir, et je laisserai ensuite Jean-Jacques vous présenter plus particulièrement le cheminement qu'il y a eu au sein de notre établissement. Mais je reconnais plusieurs intervenants qui sont déjà venus pour des conférences avec les Kogi ici, dont nos élèves ont pu bénéficier. C'est une immense chance. Et j'aimerais juste un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt. C'est Renfield Cruz, qui était ici pour sa dernière mission, si on peut dire, à l'étranger, avant d'être enlevé et assassiné en Colombie. Et c'est pourquoi, en entrant à Lola, si vous avez longé Lola, il y a un chêne qui est planté. Ce chêne est planté en son honneur. Voilà. Merci. Merci pour cette invitation à penser en arrondi. On applaudit Jean-Jacques Lienne, président de l'association Tchendoukoua Suisse. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir et merci d'être si nombreux ici ce soir. Au nom de Tchendoukoua Suisse, je tiens à remercier plusieurs personnes sans lesquelles cette soirée et les 2 jours de rencontre qui vont suivre n'auraient peut-être pas eu lieu, ou en tout cas pas de la même façon ni au même endroit. Alors j'aimerais naturellement d'abord remercier Roland Janet, mon ancien directeur, de nous accueillir, ancien parce que je ne travaille plus ici, pas parce qu'il n'est plus directeur, donc de nous accueillir dans son école dont il est le directeur depuis 2003. Et c'est à peine 1 an plus tard, il y a exactement 17 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 21 octobre 2004, 3 responsables de la communauté Kogi, qui étaient accompagnés donc de Renfield Cruz, qui était en fait le pont entre la société des Kogi et la société moderne. Ils ont fait une halte dans cette même salle pour une première conférence, donc devant à peu près 200 élèves. En effet, c'est grâce à un contact avec Geneviève Morand
qui était productrice des 2 premiers films d'Éric et présidente d'une première association Tchendoukoua Suisse, qu'Éric Julien a accepté, a été informé de notre demande et a accepté d'ajouter une conférence à sa tournée française avec les Kogi. La disparition de Rentil Cruz 1 mois plus tard, enlevé puis assassiné par les paramilitaires, comme l'a rappelé Roland Jeannel tout à l'heure, créera un immense choc, notamment au sein de l'école et surtout auprès des élèves. Et du coup, ça a engagé plein d'événements qui ont renforcé les liens avec Tchendoukoua France de manière assez importante. Alors ce sera le début, en 2004, de 17 années de collaboration. Vous avez pu voir, vous verrez tout à l'heure la mosaïque derrière le mur, l'arbre, etc., planté en mémoire de Rentil Cruz, de journées culturelles, de rencontres, de conférences. Collaboration encouragée par Roland Jeannel, précurseur, qui a immédiatement compris le potentiel, comme il nous l'a expliqué, de cette relation, de ce dialogue avec les Kogi pour son école, son corps enseignant et ses élèves qui passent d'année en année. Évidemment, ils ne restent pas là très longtemps, heureusement pour eux. Après 10 ans de liens et d'activités, une nouvelle association est toutefois née, Tchendoukoua Suisse, issue de l'école, de plusieurs collègues de cette école, et elle est née en septembre 2015. C'est ainsi que sans lui, finalement, cette soirée n'aurait peut-être pas eu lieu. J'aimerais aussi dire merci à l'équipe de Tchendoukoua Suisse. Il y a Éléonore, il y a Corinne, il y a Christian pour leur engagement. Et bien sûr aussi à la grande organisatrice et facilitatrice de ce soir qui s'est investie corps et âme, je crois qu'on peut le dire, dans ce projet, Geneviève Morand, présidente d'honneur de Tchendoukoua Suisse. Merci. Et il me reste à remercier Monsieur Gérard Péroula, qui est normalement dans la salle, qui est chargé du Fonds solidaire de la ville de Genève, pour son aide précieuse, et aussi la ville de Genève et la loterie romande pour leur généreux soutien financier qui nous permettent d'organiser ces 2 jours de cette soirée. J'aimerais aussi dire merci aux techniciens audio-vidéo qui sont là, qui prolongent leur journée pour enregistrer la soirée et la mettre à disposition sur notre site ensuite pour ceux qui ne peuvent pas être là et pour ceux qui aimeraient la réécouter. Et bien sûr, l'équipe française, qu'il faut souligner le travail colossal qu'ont effectué les Français dans l'organisation à distance de cette rencontre, et notamment Lise, qui vraiment on peut la féliciter, je crois qu'on peut l'applaudir. Et je n'ai pas oublié Eric, mais on en saura plus sur lui dans quelques instants. Encore 2 mots pour dire que l'association suisse est fortement engagée dans le projet et de diagnostic croisé et qu'elle compte sur vous toutes, vous tous, pour poursuivre ce projet innovant dont vous allez prendre connaissance et qui nous tient beaucoup à cœur. Je dois donc vous encourager à devenir membre, à suivre les événements, à nous faire part de vos idées, de vos sentiments, de vos points de vue et de nous soutenir dans cette entreprise. Alors vous trouverez des dépliants, vous trouverez des bulletins de versement à la sortie, des catalogues, des lettres d'information. Servez-vous, elles sont à disposition. Il y aura aussi une librairie, vous pouvez acheter des livres, les livres d'Éric. Et il me reste à vous souhaiter une excellente et surtout très intéressante soirée pour ce coup d'envoi d'un diagnostic de santé du territoire du bassin du Rhône et de Genevois. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, j'aimerais saluer quelqu'un qui descend les escaliers. Il faut peut-être lui donner la main, Pauline. Excusez-moi. Ça. Voilà. Hello, Alan Herrera. On peut l'applaudir. Fondateur du Tairona Trust, c'est un pionnier de la cause Kogi. Merci beaucoup. Thank you very much to be here with us. But you were the steps, please. Merci Françoise. Voilà. Perfect, voilà. J'aimerais dire vraiment, Alan Herrera vient de Londres, il y a des gens qui viennent de Lyon, spécialement ce soir, des gens qui viennent de Tours, qui viennent de partout de France, et puis également, bien sûr, de Colombie.
On a vraiment des gens qui se sont déplacés depuis très très loin pour être là avec nous ce soir. Sans plus tarder, je passe la parole à Éric Julien, la personne source du diagnostic avec les Indiens Kogi. Sous vos applaudissements. Merci Éric. C'est chouette de vous voir. C'est toujours compliqué de se dire on va partager quelques mots, pas trop longs, pas trop rasoirs, avec un peu de sens. Donc je vais essayer de ne pas être trop long, de ne pas être trop rasoir et de mettre un peu de sens. On est d'accord sur ce deal, ça vous va? Qu'on passe après à nos invités. Sur ce qu'a évoqué Jean-Jacques tout à l'heure, juste un petit complément. Il y a Gilbert et Béatrice Cochet qui sont dans la salle, qui ont aussi un livre qui s'appelle Réensauvager le monde et réensauvager la France et l'Europe. J'ai déjà mis le monde. Hein. Donc n'hésitez pas, vous avez le livre et les auteurs qui sont là. Donc n'hésitez pas aussi à les voir tout à l'heure. Voilà. Alors c'est un honneur pour moi d'être là ce soir avec vous, en Suisse, terre qui est connue pour la qualité de son accueil. Un honneur d'être dans un collège. C'est un lieu d'enseignement et de transmission. Et je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, les sondages nous disent que les jeunes sont soit inquiets, soit très inquiets, soit parfois angoissés. Il y a des sondages qui sont à 40-50% de jeunes. Donc un lieu de transmission, on peut espérer que les jeunes soient peut-être en quête d'un nouveau récit, de perspective, qui leur donne un peu de visibilité et d'espoir. Et puis un honneur d'être dans ce collège, parce que comme l'a rappelé Roland, on a une petite histoire en commun. Donc merci encore de nous accueillir. Alors, cet honneur, pour moi, il a sorti d'un... C'est pas un pincement de cœur, c'est une question, c'est une réflexion que je voudrais vous partager. Et cette réflexion, elle pourrait être résumée dans une question. C'est finalement, je parle comme français, comme homme, comme papa, comme être vivant. Voilà. Allons-nous être à la hauteur du rendez-vous que nous propose l'histoire, en toute simplicité. Hein, voilà. Alors pour vous, je vous redonne la question, le challenge, allons-nous être au rendez-vous que nous propose l'histoire? Alors pour vous éclairer peut-être ce rendez-vous, petite anecdote, petite histoire, certains la connaissent et je m'en excuse, je vais essayer de faire court. Donc 1985, je suis jeune, je suis mince, et je pars faire les sommets de la Sierra Nevada de Sainte Marthe en Colombie, là où habitent ces fameux Indiens Kogi dont on va parler un peu ce soir. Œdème pulmonaire à 5000 mètres d'altitude, de l'eau dans les poumons, pas de douleur physique, mais vous êtes un petit paquet par terre et évidemment vous ne pouvez pas faire grand chose. Et j'ai la chance que ceux que nous avons appelés, que nous continuons parfois à appeler les sauvages, les archaïques, les primitifs, les sous-développés, les autochtones, voilà, tous ces qualificatifs, mais c'est des humains comme nous qui respirent, qui aiment, qui ont des projets, qui voilà. J'ai eu la chance, enfin moi pour moi la chance qu'ils passent, qu'ils me ramassent, qu'ils me soignent et qu'ils me sauvent la vie. C'est comme ça que je rencontre ces 25 000 personnes à peu près, on n'a pas un chiffre très clair, qui seraient les derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes. C'est comme si on pouvait discuter avec les Incas, les Mayas, leur demandant et toi comment tu vois le monde? Ah. Et alors ils m'ont redescendu, ils m'ont mis dans une petite hutte pour que je me retape, parce que quand on a un œdème, il faut perdre de l'altitude. Et donc je me retape, je commence à sortir de la hutte et à explorer un peu le territoire où j'étais. Et je vois plein de petites tomates cerises. Vous voyez ces petites tomates qu'on va peut-être manger à l'apéro tout à l'heure. Et c'était des tomates rampantes. Et donc les tomates touchaient le sol et elles pourrissaient. Et donc je me suis dit, je sortais d'une grande école en France, on aime bien les grandes écoles en France. Visiblement, ils ne savent pas cultiver les tomates. Je vais leur apprendre. Je rigole à moitié. Et donc je suis parti dans la forêt, chercher des tuteurs, et avec mes tuteurs, je suis revenu redresser mes 40 plants de tomates. J'ai passé l'après-midi, j'étais content. Les Français aiment bien les jardins, vous savez, bien ordonnés, donc j'ai mis des petites barrières, enfin tout était bien. Fin de journée, nos amis reviennent de leurs activités, c'est des agriculteurs, et je les sens, ils sont derrière moi, puis j'entends un truc qui fait un peu... c'est curieux. Puis il y en a qui finit par me demander pourquoi t'as fait ça? Alors là j'ai cherché des mots pas trop vexants pour leur expliquer que sinon ils ne connaissent pas bien les tomates et que j'allais les aider. Voilà. Et là il part carrément d'un éclat de rire et il me dit non
premier temps, si on a mis ces tomates devant la hutte, comme ça, tomates rampantes, c'est parce qu'elles génèrent un tanin très fort et ça empêche les insectes de rentrer. Donc si ça t'embêtait pas de tout remettre comme avant, ça nous arrangerait. Il y a quelque part une petite piste du challenge. Quelle capacité j'avais, je ne parlerai que moi, à ne pas poser de questions aux autres et à mettre du désordre finalement. Et aujourd'hui on se rend compte que la théorie que défendent les Kogi, que défendent les peuples traditionnels, que nous avons découvert un peu sous l'intitulé de Gaïa, cette terre qui est notre navire commun, serait un gros organisme vivant avec un ensemble de fonctions qui interagiraient les unes avec les autres pour garder un équilibre. Ça commence à être admis tout doucement et c'est intéressant de voir que ce que défendent ces traditions dans les Kogi commence doucement à rejoindre derrière grande découverte peut-être scientifique et que la Terre fonctionne avec ses lois, ses principes, le vivant répond à des lois, des principes. Il va bien falloir que nous sachions nous remettre à l'écoute et réintégrer ces lois et principes dans nos modes de fonctionnement et dans nos sociétés modernes. Et c'est sans doute cela le challenge. Comment on va faire? Comment on va réintégrer le vivant? Alors Michel Serres a une très jolie phrase pour ça, donc philosophe décédé il y a 2 ans maintenant, philosophe français. Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées. Comment? Parce qu'on entend bien le discours, mais comment on fait? Comment on s'y prend? Et c'est peut-être là que les sociétés dites traditionnelles, archaïques, primitives, le chaînon manquant, peuvent peut-être soit nous aider, je ne sais pas, mais en tout cas nous inspirer, nous aider à penser différemment. Mais ça, on sait que c'est le plus compliqué. On a des croyances, on a des peurs, on a des convictions. Peut-être qu'ils pourraient nous aider à penser différemment pour une raison simple. Ils n'ont jamais coupé ces liens avec la nature. Mieux que ça, c'est la nature, ces principes de fonctionnement qui organisent, qui nourrit leur fonctionnement et qui donnent une médecine, un système éducatif, un système de gouvernance, un rapport au territoire vivant. Et qui peut dire « je n'ai pas envie d'une médecine vivante, ou je n'ai pas envie d'un système éducatif vivant, ou je n'ai pas envie d'un territoire vivant ». Donc, est-ce qu'on arriverait à dialoguer? L'histoire nous montre que c'est chaud. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment une réussite. Est-ce qu'on va arriver à dialoguer, sachant que le dialogue est souvent l'indicateur clé d'une société apaisée et vraiment civilisée? Parce que si j'accepte de rencontrer l'autre et de me laisser nourrir, interroger, bouleverser peut-être par l'autre, eh bien ça ouvre de nouvelles perspectives, ça ouvre la créativité, ça ouvre l'innovation, ça ouvre le renouveau. Et je pense que nous avons vraiment besoin de renouveau, et j'ai envie de dire joyeux. C'est peut-être un truc qui m'a beaucoup plu. Je vais à grand trait chez les Kogi, mais quand ils m'ont redescendu de la montagne, j'ai demandé au papa et ses 2 fils qui m'avaient soigné, ils m'ont redescendu, ils m'ont soigné, et je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous auriez pu me laisser là-haut. C'est comme 5 siècles quand vous pourrez la vie, voilà, vous avez pu me laisser là-haut. Il m'a regardé très sérieux, il m'a dit, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelle dans les montagnes. Je me suis dit, tiens, ouais, ils ont l'air intéressants ces gens-là, ils doivent avoir un certain sens de l'humour. Voilà, donc le rendez-vous pour moi il est là, est-ce qu'on va réussir à dialoguer pour inverser notre regard, finalement ne plus les regarder comme des archaïques, primitifs, sous-développés, comme on les a regardés jusqu'à présent, mais comme le disait Lévi-Strauss, comme des gens différents, qui portent un autre regard, qui portent une autre connaissance, et qui si nous en avions l'audace et l'humilité, pourraient peut-être nous aider à enrichir, élargir, ouvrir notre regard pour répondre à ce rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire retrouver des liens d'alliance avec la nature qui nous porte et nous fait vivre. Malgré 5 siècles, on leur a quand même pas facilité la vie, ils reviennent vers nous et nous disent des choses comme ça. Avec tout ce que vous savez, avec ce que vous êtes, avec ce que nous savons et ce que nous sommes, nous avons confiance. Nous avons confiance dans le fait que si nous partageons nos connaissances, nos regards, nous arriverons à répondre à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, et à trouver le chemin pour retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Comme Kogi, c'est un pont que nous voudrions tendre vers vous pour le dialogue et la compréhension commune. Donc ils nous font cette proposition. Ah, ça nourrit le challenge, est-ce qu'on va l'accepter ou pas, je ne sais pas. Enfin j'espère, si on est réunis ce soir, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour se dire, est-ce que du dialogue pourrait sortir des nouvelles propositions, un nouveau regard sur un territoire, un nouveau regard sur la santé, etc. etc. Donc, si on est réunis ce soir, c'est pour se dire, ça a été évoqué, est-ce qu'on pourrait lancer cette démarche? Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait, lançons-la,
de diagnostic croisé de santé territoriale du bassin lémanique et du Rhône, parce que le bassin lémanique, il y a le Rhône qui est là, la source. Voilà. Et ça, quand on regarde derrière le Rhône, derrière Rhônus, qui est un nom donné par les Romains, on retrouve une autre histoire derrière. Et si on réveillait cette histoire, en fait, on dit souvent qu'une société qui perd sa mémoire est une société morte. Donc réveiller notre mémoire, réveiller notre histoire des lieux, avec peut-être l'inspiration des Kogi, ça pourrait peut-être nous aider à changer de regard. Donc diagnostic de santé territoriale du Rhône et du bassin lémanique ou l'inverse. Et c'est une des premières fois qu'on invite des Indiens, non pas dans une salle, non pas à un micro, mais à regarder un objet commun, un espace. Ils vivent sur des territoires. Ils n'appellent pas ça un territoire, ils appellent ça un corps territorial, avec ses fonctions, ses dynamiques, etc. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à se parler pour porter un nouveau regard sur nos territoires? C'est tout l'enjeu de cette démarche qu'on lance ce soir. Avec une pointe d'humour, je pourrais vous dire, je pense que vous en avez, tant vous ne soyez pas là, les Kogi nous invitent non pas à faire l'amour et pas la guerre, mais nous invitent à faire le dialogue et pas la guerre. Finalement. Pas mal, non? Alors là, je continue, on peut applaudir sur le jeu de mots, mais c'est pas fini. Et j'aimais bien, là, je voudrais conclure quand même par une petite phrase d'un monsieur qui s'appelait, pour ne pas écorcher son nom, John Maynard Keynes. C'est un personnage qui était connu pour ses théories économiques, pas vraiment connu pour ses phrases porteurs d'espoir et de renouveau. Et en 1932, il a écrit un petit livre qui s'appelait « Lettres à nos petits-enfants ». Donc 1932, quelque part, il nous a écrit « Il doit être ses petits-enfants ». Et je trouvais une phrase que je trouvais intéressante, venant d'un économiste en général et de ce personnage. « Le jour n'est pas si éloigné où le problème économique se tiendra à sa juste place, sur la banquette arrière, et où notre cœur et notre esprit seront occupés, ou plutôt réoccupés, par nos vrais problèmes, ceux de la vie, ceux des relations entre les humains, ceux des créations d'esprit pour demain. » Keynes, pas banal. Pourquoi je vous prends ce témoignage? Parce que je pense que les moins enthousiastes ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Dans ce chemin de renouveau, on entend des gens qui ont des idées, des projets, qui cherchent. On entend encore des tensions, mais les chefs d'entreprise, ils sont comme ci, ou les militants, ils sont comme ça. C'est une manière de vous dire qu'un économiste peut avoir ce genre de propos et que c'est ensemble qu'on arrivera peut-être à faire émerger quelque chose de différent. Et j'ai presque envie de vous dire, nous ne savons pas ce qui sortira d'un tel dialogue. Et c'est la phrase de notre chaman à nous, Einstein, qui disait « Ce n'est pas en faisant plus et mieux de la même chose qu'on aura des résultats différents, c'est en ayant l'audace du dialogue. » Alors bienvenue pour ce dialogue, merci d'être là ce soir. Geneviève, je te repasse le banc. Pour des raisons politiques et sanitaires, il n'était pas possible en fait que les Kogi soient physiquement là. Par contre, grâce à la technologie, ils ont décidé de nous rejoindre. Alors je m'adresse à Serge. Est-ce que tout est OK? Nous sommes en lien avec la Colombie en direct et c'est le gouverneur Kogi, M. Arregoses, qui va nous adresser un mot en direct. Ça, c'est ce qu'on espère, on va voir. Le fait effectivement d'avoir été choisi, que Genève ait été choisie par les Kogi pour accueillir ce premier diagnostic de santé territoriale avec justement un objet d'observation est vraiment tout à fait particulier et nous ne pouvons que les remercier de nous avoir choisis. On va voir, hein, c'était le syndrome de la répétition, du temps réel, je ne sais pas comment. Ça marchait tout à l'heure, donc ça va remarcher. En tout cas, ce que je peux vous dire, pendant la crise, on essaie de trouver une réponse, c'est que cette proposition de dialogue croisé vient des Kogi. Souvent les gens me demandent, mais c'est vous, d'où elle vient cette demande, qu'on se rend compte et qu'on invente une nouvelle pensée. C'est pas nous qui leur avons fait la proposition, c'est eux qui sont venus nous dire cette phrase qui est unisson reconnaissance. C'est pas, évidemment, vous avez bien compris qu'on n'est pas dans le bon indien, le méchant blanc
ou le mythe du bronze sauvage, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans l'idée simplement du dialogue, quoi. C'est pas plus que ça. Donc là, ça dit quelque chose? Bon, bah, prenez une minute pour discuter avec votre voisin. Alors, effectivement, prenez une minute pour parler avec votre voisin, de devant ou de derrière, celui que vous ne connaissez pas encore. Et puis, peut-être, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venus très nombreux aujourd'hui? Essayez de choisir quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mesdames et messieurs, on va passer tout de suite à la première table ronde. Ce diagnostic pose bien sûr la question du territoire. Et pour en parler, qui de mieux à ce micro que René Longet, qui a écrit tellement d'ouvrages sur le développement durable, s'ils veulent bien venir, on peut l'applaudir. Sophie Swanton, de l'Université de Lausanne. Philippe Roch, qu'on ne présente plus, du WWF, ex-ministre de l'Environnement. Philippe Roch, si vous voulez bien venir. Et last but not least, Günther Pauli, auteur de l'économie bleue, qui a pris l'avion hier pour être parmi nous. Il était en Colombie. Je vais demander à René Longet de commencer ce tour de table sur la question du territoire. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je crois, et non seulement je crois, j'en suis sûr, qu'il y a pluralité et complémentarité des modes de connaissance. Le meilleur d'une science analytique bienveillante, ce n'est pas toujours le cas, nous permet d'agglomérer les connaissances sectorielles spécialisées dans des synthèses systémiques. Mais les peuples premiers, on peut les appeler de différentes façons, mais je pense que c'est un terme qui convient bien, fondés sur la perception vécue de l'unité d'univers et une vision analogique et non analytique du monde, que d'ailleurs la sagesse antique européenne a également connue et qu'elle a illustrée par la correspondance entre microcosme et macrocosme. Je pense qu'on a déjà tous vu ces images du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, et qui survit quand même aujourd'hui encore à travers, par exemple, des pratiques qui paraissent parfois un peu incompréhensibles, mais qui ont survécu sous certaines formes, comme la pratique ou l'approche astrologique. Les scientifiques rigolent, mais c'est quelque part une tradition qui vient de cette correspondance ancestrale entre microcosme et macrocosme. Et là, ça fait déjà résonance avec ce qu'Éric Julien nous a dit. Et cette perception holistique et analogique du monde, elle se traduit ou elle exprime un ressenti spirituel dans lequel, de toutes ces fibres, on se comprend comme une partie du tout. Et d'ailleurs, le mot religion, signifiait bien cela à l'origine, c'est-à-dire le lien, religion, le lien entre toutes choses. Il a bien évolué depuis, et dès lors, quand on est dans cette perception-là, on peut dire que tout ce qui est fait à la nature est fait à soi. Et on ressent alors très douloureusement la souffrance totalement, inutilement infligée par l'humanité à l'innocente créature. Souffrance qui est en réalité, nous le savons maintenant, une autodestruction. Et la science le dit elle aussi, et c'est là que le dialogue de nécessaire devient réellement passionnant. Ce dialogue qui a eu lieu dans la Drôme voici 3 ans, et qui va se répéter désormais concernant le fleuve mythique qu'est le Rhône, est hautement nécessaire. Il va jeter un pont entre ces deux modes de connaissance qui finalement arrivent au même constat. Et un autre pont va pouvoir se jeter à travers ce premier pont, entre ce vieux savoir ancestral qui sommeille en nous, qui sommeille dans les territoires, et ce que nous pouvons en savoir ou ce que nous en avons appris par les méthodes scientifiques contemporaines. Cette antique perception holistique que nous n'aurions jamais dû quitter et qui a failli être éradiquée entre procès de sorcellerie et modernité poussée à l'extrême.
Alors, grâce à ce regard que nous allons pratiquer, grâce à ce regard qui nous a été transmis à travers les actes du travail qui s'est fait sur la Drôme, nous allons pouvoir nous-mêmes renouveler ou regarder autrement notre propre territoire. Nous allons pouvoir revivifier ce trésor caché en nous-mêmes pour que nous puissions retrouver le chemin de la vie, le chemin d'équilibre viable entre l'humain et la nature, entre les humains et au sein de nous-mêmes. Parce que le dérèglement du monde, c'est d'abord notre propre dérèglement. Alors je me réjouis beaucoup de ces 2 journées et d'entendre ce qui va être dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Sans René Longère, qui a été vraiment bienveillant avec nous depuis le début, qui nous a permis d'articuler tout cela, toute cette démarche, et sans Philippe Roch, qui est le parrain de l'association Chaîne de Coua depuis de nombreuses années, ce projet n'aurait pas pu être réalisé à Genève. Je vous remercie de l'applaudir. Bonsoir, je suis bien heureux de vous retrouver, parmi vous beaucoup de personnes qui sont déjà des amis. Puis ce René, il est bien ce garçon. Vous savez, ça fait 55 ans, ou plus même, que nous nous battons ensemble pour l'écologie. Et ça me fait plaisir de t'entendre, René, garder cette vision large des choses, concrète, travail politique, mais aussi la vision plus spirituelle. C'est pas tous les jours que tu t'exprimes là-dessus, j'étais très heureux de t'entendre. Parce que s'il y a quelque chose d'important lorsqu'on veut communiquer avec les Kogi, c'est bien l'approche holistique et le spirituel. Holistique parce que pour les Kogi, tout forme une unité. Moi j'aime beaucoup décrire notre monde comme la diversité dans l'unité. Et ça, je crois que je parle Kogi quand je dis ça. Et puis ces Kogi, ils ont une obsession de l'harmonie à l'intérieur de cette grande unité. Et ça c'est essentiel. De le comprendre, puis évidemment essayer de l'appliquer dans notre propre vie. Le deuxième, c'est le côté spirituel. J'ai retrouvé mes notes de 2002, ça me touche beaucoup, j'ai même fait un croquis de Kogi sur place. J'étais en Colombie et j'étais invité par le ministre colombien, Juan Maher, à rendre visite aux Kogi dans une journée un peu folle. Et j'étais là avec les ministres des plus grands pays du monde. Il y avait le chinois, il y avait l'indien, il y avait l'espagnol, le mexicain, enfin toute une série de gens. Il y avait Klaus Töpfer, le ministre allemand, enfin l'ancien ministre allemand. Et nous avons conversé avec notamment 2 mamous, entourés de tout le village de Casticoyal. C'était très très émouvant. Il y a de ça 20 ans. Et puis nous avons longuement discuté des questions de l'eau, du climat. Nous étions à la conférence, à une COP du climat, à Cartagena de los Indios. Et puis, après, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et vous savez, une chose très, très touchante chez ces Kogi, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps quand ils parlent. Contrairement à nous qui blablatons tout le temps, eux, ils réfléchissent d'abord. Et puis, ils se concertent. Alors, chaque fois qu'il y avait une question, ils étaient les 2 mamous à se concerter longuement. Puis, il y en a un tout d'un coup qui prend la parole puis qui donne une réponse. Et au fond, la conclusion de la journée, c'est qu'il y a un problème du climat qui a une influence sur l'eau, que eux ressentent aussi. Et puis ils étaient assez honorés quand même, puisqu'ils s'intéressent à nous, qu'il y ait tous ces ministres du monde qui étaient chez eux, venus chez eux. Puis ils nous ont dit à la fin, parce qu'ils sont toujours un petit peu... On peut prendre ça comme de l'arrogance, mais je dis ça avec un sens positif. Ils disent, oui, on a parlé du climat, et vous êtes tous les ministres, les responsables du climat dans vos pays, dans vos grands pays, etc. Mais vous savez, vous n'arriverez strictement à rien si vous continuez à vous occuper du climat sur le plan matériel, uniquement sur le plan matériel. Vous devez devenir les ministres spirituels de l'environnement, du climat. Et puis, et c'est là que je trouve merveilleux, ces Kogi, ils rajoutent, et nous sommes prêts à vous aider pour cela. C'est sensationnel.
Alors je considère que ce diagnostic, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont venir chez nous pour nous aider. Parce que, vous savez, Genève a une longue histoire de la relation au territoire et qui a encore des traces de cela. Il y a, par exemple, tout le long du pied du Jura, des mégalithes. Il y en a deux qui sont dans la rade, c'est les pierres du Niton. Eh bien, il y a une pierre à Niton au-dessus de Fégère. Et puis, il y a la pierre de Pény, il y en a toutes sortes. Il y a des pierres à cercle, des pierres à cupules, etc. Donc, ce territoire est complètement habité par les signes d'anciennes traditions qui avaient une relation. On ne plante pas un menhir comme ça, c'est joli. On le plante parce qu'il est ancré dans le sol et qu'il transmet des énergies. Et puis, il y a la grande montagne sacrée du Genevois, ça on a trop oublié. Mais le Mont Blanc, c'est la montagne sacrée. Et d'ailleurs, la plupart de ces mégalithes, vous voyez le Mont Blanc. Puis le Mont Blanc, il est bien blanc, mais il est brillant. Vous connaissez le quartier de Montbriand. Mais le brillant, c'est Pélénos, c'est le grand dieu celtique. Et au fond, le Mont Blanc, c'est l'honneur de ce territoire. Puis alors, Jacques Rosset, qui est dans la salle, le dirait beaucoup mieux que moi, mais ce Mont Blanc, c'est une espèce de source d'énergie incroyable qui circule dans ce territoire, qui tourne autour, avec ces montagnes du Jura, du Voiche, du Salève. Et cette énergie, elle circule, elle se concentre au centre de Genève. Ce qui peut expliquer, comme le fait Jacques Rosset, le succès, même international, de cette petite bourgade. Et tout ça, nous l'avons oublié, et nous avons détruit même beaucoup de ces sites. Et puis, cette croissance de Genève, cette densification, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de bétonner la totalité du territoire, ou la plus grande partie. C'est très visible d'ailleurs quand on vient ici. Et puis, on coupe les gens, alors sous des prétextes tout à fait compréhensibles. Il y a trop de monde, il faut loger les gens, etc. Je ne veux pas faire de la politique ici, mais je constate que le public, les gens, les jeunes, les enfants, la plupart vivent coupés du territoire dans lequel ils arrivent. Et on a détruit, comme je l'ai dit, les sites sacrés. Alors, cela me conduit, j'arrive bientôt au bout, à vous inviter, à inviter nos scientifiques d'écouter ces coquilles et de constater la triste situation de ce canton et le fait que ça continue. Parce qu'il est encore bien beau, notre canton, surtout la région, surtout le bassin, encore très beau. Montez ou reculez, ou à Salève, il y a encore un espace magnifique. Mais il faut absolument le préserver. Si nous voulons nourrir des énergies de la terre, si nous voulons nous relier aux esprits de la nature, ou au grand esprit, Jacques, qui nous enveloppe, il faut absolument conserver de vastes espaces de nature sauvage. Sauvage, c'est très important, car comme disait Robert Hénard, la nature sauvage, libre, c'est l'autre. C'est ce que l'homme n'a pas fait. Et par conséquent, ajoutait-il, la seule chose qui puisse nous enrichir. C'est tellement important de ne pas rester juste entre nous, ce solipsisme humain qui est étriqué, et de garder la capacité de dialoguer, de communiquer avec cette nature. Alors, dans votre travail, essayez de montrer encore quelques bouts de nature à ces coquilles et tirez-en, aidez-nous à en tirer la conclusion qu'il faut absolument préserver. Et le Covid, qu'est-ce qu'il a montré? C'est que les gens, enfermés chez eux, limités dans leurs possibilités, ils se sont épanouis dans la nature. C'est magnifique. Ils ont redécouvert la nature.
malheureusement, on s'aperçoit vite que ça fait beaucoup de monde. Donc une partie ne se comporte pas très bien. Donc, il faut commencer un petit peu à maîtriser cela. Mais pour moi, c'est un signe très fort qu'il est indispensable de conserver cette vaste nature pour le bien-être de nos populations. Alors, il faut un revirement de la tendance. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous allons faire beaucoup de malheureux, beaucoup de malheurs, et nous préparons d'immenses problèmes pour l'avenir. Il faut un renversement de cette tendance. Alors il y a le dialogue, il y a le côté humain, bien sûr, la solidarité, le dialogue entre nous. Mais il y a surtout ce dialogue avec la nature qui est indispensable et qui demande qu'on la conserve. La nature en ville, c'est très important, c'est des petites choses qu'on peut faire déjà. Mais autour, il faut qu'on retrouve ces espaces. Et c'est ce que vivent les Kogi. Tous les jours, ils sont en dialogue, en harmonie avec la nature qui les entoure, avec le cosmos même. Mais c'est encore mieux quand on vit le cosmos à travers la nature, qui une fois est ce que l'homme n'a pas fait et qui peut nous enrichir. Alors voilà, j'espère que ce contact, que ce travail que vous allez faire va nous donner plus de détermination encore pour sauvegarder les espaces magnifiques qui nous restent, mais qui sont tous menacés autour de nous. Merci. René et Philippe, merci pour votre verbe vraiment toujours intact après toutes ces années de lutte. C'est merveilleux de vous entendre, rafraîchissant. Et tout de suite, sous vos applaudissements, nous allons accueillir Günther Pauli, qui lui va nous parler depuis la Colombie qu'il a quittée avant-hier. Merci Geneviève, merci toutes et tous pour être venus ici. Je suis membre du Club de Rome, mais pas depuis 50 ans. Un peu plus récent. Je suis membre quand même depuis presque 30 ans. Eh bien oui, c'est vrai, je suis arrivé de la Colombie hier et je crois que c'est important de vous donner un contexte à cette initiative. Le centre de la Colombie, il y a 3000 années, était une confédération. Mesdames et messieurs, une confédération. Il y avait plusieurs confédérations. Il y avait au centre la confédération des Muiscas. Il y avait la confédération des Guanes, et il y avait les cultures de Quimbaye, la culture de Tairona. Et quand on parle aujourd'hui de nos amis Kogi, ils appartiennent à cette grande culture Tairona qui étaient des pêcheurs. Ce que j'aimerais bien vous partager, c'est quand même comment on a connu la destruction de la confédération, pas helvétique, la confédération des Muiscas. Mais je crois que vous pouvez apprendre les raisons pour lesquelles cette confédération n'a pas tenu. Et vous avez le même risque de perdre votre confédération. Raison pour laquelle il faut qu'on apprenne de l'histoire et qu'on se concentre sur les faits. Quand les Espagnols sont arrivés, eh bien les Muiscas ont fait résistance. De Popayan à Boyacá, ils ont tous fait de résistance. Et qu'ont fait les Espagnols les ont oblitérés. 250 000, c'était 500 000, c'était 3 millions, on ne sait pas, mais c'était la génocide qu'on a fait. Génocide, je n'ai pas d'autre parole. Mais à Tairona, il y avait une certaine culture différente. Et les Tairona, au début, se sont toujours retirés. Ils ont vu que comme ils n'avaient pas beaucoup d'or, les Espagnols n'étaient pas trop intéressés. Les Espagnols cherchaient quand même un port pour exporter l'or vers l'Espagne. Ça serait Santa Marta ou ça serait quand même Carthagène. Et à la fin, c'est devenu Carthagène. C'était le sauvetage pour les Tairona. Parce que l'or n'est pas passé par là, c'est passé par Carthagène. Alors tout d'un coup, les premiers contacts étaient quand même difficiles, parce que l'agression de l'Espagnol avec ses chevaux, avec ses armatures, n'était pas du tout de niveau pour les Tairona de faire confrontation. Alors eux ont fait une autre stratégie. Ils n'ont pas adopté un peu des autres, n'ont jamais eu des juges ni des armes des autres. Ils ont gardé leur indépendance, mais ils se sont retirés.
Mais la raison pour laquelle les Kogi sont extraordinaires dans l'histoire, parce que c'est le seul peuple que je connais, j'ai visité plus de 150 pays du monde, c'est le seul peuple qui a fait une transition dans leur art de vivre 2 fois en demi-millénaire. J'explique. Quand les Espagnols sont arrivés, ils se sont retirés. C'était des pêcheurs. Ils se sont retirés, ils se sont mis dans la Sierra Nevada de Santa Marta, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Ciudad Perdida. Et ils sont devenus pêcheurs, ingénieurs. Ils ont recréé une ville avec des autoroutes, pas des autoroutes comme on connaît aujourd'hui, mais quand même de chemins extraordinaires, avec des égouts, avec des terrasses. Ils ont recréé toute une structure. Mais tout d'un coup, il y a 200 années, on est arrivé avec la nouvelle agriculture. Et alors on a fait la chasse sur eux. Ils ont dû se retirer encore une 2e fois. Ils se sont dû retrouver. Et les Kogi qu'on connaît aujourd'hui sont des Kogi qui sont installés ou sont aujourd'hui il y a 200 ans. C'est ça ce qui est la nature intéressante de ces personnes qui ont su s'adapter à l'agression des autres en se retirant et en se transformant dans leur art de vivre. Quelles sont les leçons que nous avons aujourd'hui à apprendre des Kogi? Il ne faut pas lire à propos des Kogi, il faut apprendre comment cette culture a su se réinventer face à une force agressive comme nous l'avons aujourd'hui partout. Partout. Nous sommes des agresseurs tout le temps, contre la nature, contre les gens, contre les cultures. Eh bien, nous avons une grande opportunité que les Kogi, qui ont su se transformer dans leur art de vivre, et chaque fois, ils ont retrouvé à l'intérieur une clarté de mieux communiquer avec l'autrui, avec la nature. Oui, ils sont capables de parler avec des pierres. C'est évident, parce que si vous êtes professeur de physique quantique, vous savez qu'il y a l'énergie là-dedans. Et vous savez qu'il y a des électrons qui bougent tout le temps. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est évident qu'il y a de vie là-dedans. Et c'est normal qu'ils parlent avec les arbres, parce que les arbres parlent. Et quand moi je parle avec mon fils de 10 ans, et je l'ai amené quand il était très jeune, pour lui, c'était l'évidence qu'on parle avec les arbres et qu'on écoute la nature. Il faut être adulte pour être si stupide de dire que ça n'existe pas. Seuls les adultes sont si stupides, mais les enfants sont sages. Et cette sagesse, c'est ce que nous avons aujourd'hui besoin de retrouver. Moi, j'ai eu mon premier contact avec le Kogi en 1984. J'ai rejoint Paulo Lugari en Colombie pour faire la plus grande régénération de la forêt tropicale dans l'histoire. C'est Las Gaviotas. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, vous devez bien le voir sur Internet. C'est 8000 hectares de régénération de savane en forêt tropicale humide avec une biodiversité de 256 espèces différentes. Et quand moi j'étais en train de réaliser ce projet, c'était Juan Mayer. Et Juan Mayer a dit, mais Günther, toi et Paulo, vous faites un extraordinaire travail, mais il y en a d'autres qui le font. Et qui? Les Kogi. Alors Juan Mayer m'a amené. Juan Mayer m'a amené et j'ai rencontré un peuple. Moi, j'avais besoin des pépinières, j'avais besoin d'une irrigation, j'avais besoin de tous les outils possibles pour faire la régénération de la forêt tropicale humide, et eux, ils parlaient avec la nature. C'était impressionnant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu la culture, les contacts, les communications, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pris l'initiative il y a 30 ans avec des amis américains. Et Eric, je te félicite pour ton travail et je vous félicite tous pour cet achat de terrain pour les Kogi parce que c'est ce que j'ai aussi commencé à faire il y a 30 ans. Il y a 30 ans, nous avons décidé de ramasser l'argent pour racheter du terrain qui lui ont été volés par les coloniales. Et mesdames et messieurs, comme vous savez, vous êtes en contact avec le Kogi, ça vous touche dans votre cœur. Et vous n'avez qu'une option, c'est de devenir
enthousiaste et de participer. Merci. On est en lien, donc la Colombie va arriver. Juste la parole encore à notre dernière intervenante de ce soir, de cette table ronde. On applaudit Sophie Swatton, qui enseigne à l'Université de Grenade.